tu regardes les premières minutes du conte de la princesse Kaguya de Isao Takahata, t'as l'impression de voir un vieux dessin animé. Vieux parce que tu vois que ce sont des dessins en fait. Je veux dire, t'as littéralement l'impression de regarder une feuille de papier avec des coups de crayon dessus, peut-être de fusain ou de pinceau, des couleurs un peu pastel qu'on dirait faites à l'aquarelle, ça saccade, donc le nombre d'images par seconde est relativement bas. Même les bords s'estompent en blanc, bref, sur la forme, ça semble daté. Surtout quand on commence à le comparer aux animés qui sortent de nos jours. Ça va vite, c'est ultra fluide, les dessins sont complexes, ça brille, explose, brûle, électrise et d'un coup... Ça semble fade. Hein. Pourquoi ça ressemble à ça? Le conte de la princesse Kaguya, c'est un film d'animation qui est sorti en 2013. L'histoire est pas si importante. Enfin, si. Bien sûr que l'histoire est importante, mais comme vous devez voir ce film, je vais essayer de pas trop vous spoil. Elle se base sur un conte du folklore japonais, le conte du coupeur de bambou, qui trouve dans la tige d'un bambou lumineux la princesse de la lune, qui en grandissant doit abandonner sa vie pour emménager à la capitale, où elle se verra coincée dans son rôle de noble princesse et attirera différents prétendants malgré elle. Et déjà, aux images que vous voyez là, vous devriez commencer à comprendre pourquoi la narration visuelle, ce que raconte l'image même, en plus de l'histoire, c'est important. En fait, c'est tellement important que la production du film a duré près de 8 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 8 ans dans l'industrie du cinéma, c'est presque du suicide. Parce que c'est long, et que long, ça veut dire coûteux, et que coûteux, ça veut dire... Comment on rentabilise ça? Donc inévitablement, ça a fini par inquiéter le producteur Toshio Suzuki, qui a mis l'argent sur la table et qui est obligé de se poser ces questions-là. Assez pour qu'en conférence de presse, il demande publiquement à l'équipe s'il compte vraiment finir ce film. Ce à quoi la réponse a été « On se doit de finir ». Faut savoir qu'en plus de Toshio Suzuki, une autre personne a mis un paquet d'argent sur la table. Un gars qui était à la tête d'une des 3 plus grandes chaînes de télé du Japon. Extrêmement respecté, voire craint, et qui a produit, entre autres, quelques films mineurs, Seiichiro Ujie. Et quand il décide de mettre 40 millions de dollars au démarrage du projet, avant même les différents retards qu'a pris le projet ensuite, l'entourage de Ujie, il sent déjà que c'est un suicide économique. Pourtant, personne ne lui fait remarquer que c'est une énorme erreur. Par peur, et parce qu'on ne fait pas remarquer à un businessman de son calibre qu'il est en train de se planter. Mais Ujie, qui d'ailleurs ne verra jamais le film puisqu'il est décédé en 2011, dira « J'aime les films d'Isao Takahata. J'aimerais voir un nouveau film de lui, et peu m'importe qu'il soit déficitaire, je financerai tout, cela sera un cadeau pour mon départ vers l'au-delà. » À ce moment de la vidéo, même si tu connais pas le nom de Takahata, tu vas commencer à sentir que c'est pas n'importe qui dans le monde de l'animation. Au moment de finaliser ce film, peu de temps avant la sortie en salle, il a 78 ans. Ça fait 55 ans qu'il bosse dans l'animation, et c'est, entre autres, le cofondateur d'un tout petit studio d'animation au Japon. Ouais. Et cette adaptation du conte du coupeur de bambou, il voulait la faire en 1960, quand il bossait pour la Toei, et à l'époque, le projet a été abandonné par la Toei. Mais pas par Takahata. Saut dans le temps, 40 ans plus tard, on est aux prémices de la production du film sur le conte de la princesse Kaguya. En général, quand tu fais un film d'animation classique, comme la tâche est absolument colossale, tu répartis les dessins entre différents dessinateurs. Le principe est simple, chacun prend sa petite feuille de cellulo, une sorte de papier transparent, dessine un élément dédié, un décor, un personnage, une maison, puis pour avoir ton image finale, tu les superposes, toutes ces feuilles de cellulo, et tu te retrouves avec un mélange des styles des différents dessinateurs qui ont bossé dessus. Takahata, il voulait unifier tout ça, pour que n'importe quelle image de son film est une vraie unité. Ça semble être pas grand-chose. Un ami de Takahata, un certain Miyazaki, lui a avoué vouloir faire quelque chose de similaire avec le studio Ghibli, mais que ça n'était pas possible. Donc un studio dédié, le studio 7, a été spécialement créé pour l'occasion. Bien. On résume rapidement. On a un nouveau petit studio qui se lance dans la production d'un film que même un des plus gros studios du Japon ne tente pas, tellement c'est difficile techniquement. Financé en sachant que le film serait à perte, pas un richissime fan qui ne verra jamais le film. Tout ça pour offrir au monde un projet qui est resté coincé dans la tête d'un réalisateur éminemment respecté depuis 50 ans, dans un style à contre-pied avec l'ultra-réalisme de ce qui se fait dans l'animation à ce moment-là. Ça ressemble à un projet intéressant.
Ok, la question maintenant c'est pourquoi ça ressemble à ça? La réponse facile, classique, évidente, c'est que comme c'est une réinterprétation d'une œuvre du folklore japonais, on lui donne l'apparence d'un autre temps, celle des ema-kimono, ces rouleaux de peinture japonais qui représentaient déjà le conte de la princesse Kaguya il y a plus de 1000 ans. C'est intelligent, ça justifie le style artistique, et ça n'est même pas ce qui fait que l'animation de ce film est un chef-d'œuvre. Pour répondre à la question pourquoi ça ressemble à ça, il faut se demander pourquoi on regarde des films. Et se poser cette question revient à se poser une autre question. Pourquoi on raconte des histoires? Et cette question revient à se poser une autre question, et promis c'est la dernière. Comment on raconte une histoire? Le cinéma, c'est un mode d'expression, comme peut l'être une peinture, un livre, une musique, un gif, une expression faciale ou même un like. Et chacun a ses spécificités qui lui sont propres pour faire passer un message ou une émotion. Et c'est un truc dont, en tant qu'humain, on a besoin fondamentalement. Ça donne du sens au monde réel qui nous entoure, ça concocte tout un petit cocktail d'hormones dans nos têtes dont on raffole, ça stimule notre imagination, bref, les histoires sont ce qui fait notre humanité. Le cinéma est ultra puissant pour ça, parce qu'il permet d'utiliser plein de langages différents, comme un arc à plusieurs cordes, pour transmettre une émotion, comme la musique, le jeu des acteurs ou encore les dialogues. Mais l'animation, elle peut être un langage visuel à part entière. On peut parler avec un trait fait à la peinture ou au fusain, avec l'épaisseur, avec l'énergie qu'on lui met dedans quand on la trace, avec ce qu'on choisit de représenter, ou pas d'ailleurs, pour souligner une émotion. Tu ressens pas la même chose quand tu vois cette représentation du pape par Velázquez que la même représentation du pape par Francis Bacon. Du coup, pourquoi ça ressemble à ça? Takahata a dit en interview qu'il voulait que le spectateur puisse imaginer ou se rappeler la réalité au plus profond des dessins, plutôt que d'être distrait par un style artistique réaliste. Et il y a une scène qui est un parfait exemple de ça. Comment tu montres qu'un personnage est piégé dans une vie qu'elle veut fuir à tout prix, comme la princesse Kaguya dans son palais? T'abandonnes progressivement les couleurs douces, un peu pastel du palais. Et tu transformes tes lignes fines et délicates pour les rendre plus violentes, plus lourdes, plus spontanées. Changeant peu à peu la course de la princesse en fuite d'un animal sauvage. L'animation prend la forme de l'émotion de la princesse. Puis tu fais disparaître la musique. Tu ressens le désespoir de la princesse là. Pourquoi l'animation ressemble à ça? Parce qu'elle seule, elle te raconte une histoire.高畑がこだわったのは包丁の刃の当て方と瓜に包丁が入ってゆくスピード。人間の動きの機微を捉え描写する。違いはほんのわずか。しかしわずかな動きの違いの積み重ねがキャラクターに生々しさを与える。